Dominique Farroux sort un petit peu de sa zone de confort et pose la question si des chevaux étaient à l'origine de l'origine du monde. Bon, c'est clair. Bon, vous avez constaté, je vais vous montrer des exemples de pubis avec des chevaux. Donc, mon point de départ, c'était, on va dire, une comparaison, euh, une vision d'historien de l'art, voilà, en comparant l'abri de Ségoniol, qui était inconnu il y a 2-3 ans encore, qui est devenu extrêmement célèbre. En même temps, on va pas pleurer, à condition que personne essaye d'aller l'abîmer quand même. Euh, et comment dire, l'origine du monde de Courbet. Et donc, vous voyez, déjà une chose qui m'intéresse, ce sont les pareidolie qui, alors, pardon, excusez-moi. Donc, pareidolie. Une pareidolie, vous savez, c'est, vous voyez un nuage et vous avez l'impression, j'en sais rien moi, de voir un bateau, une chèvre, un visage qui vous regarde. Enfin voilà, vous regardez un rocher et vous vous dites, ah, on dirait vraiment, je sais pas, une tête de cerf, ou, enfin, vous voyez, etc. Et euh, au départ, bon, bah, moi je m'intéressais à ça à cause des Égyptiens. Vous voyez, les Égyptiens ont souvent aimé prendre des rochers ou autres, estimer que ça représentait telle ou telle chose, et eux, ils le sculptent. Alors, le plus célèbre, c'est le Sphinx de Giza. Voilà, ce sera pas mon sujet, donc voilà, je vous en parle pas plus. Et ici, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez euh, 3 rochers, vous voyez, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, et donc, eh bien, il y avait, on peut dire, une pareidolie, c'est-à-dire les rochers donnaient une impression de sexe féminin avec 2 cuisses, et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont taillé le sexe féminin là où il était. Mais il y a quelque chose en plus. Alors, donc, bien entendu, Courbet. Alors, l'origine du monde, hein, c'est pas le titre du tableau par Courbet. Courbet, en réalité, ce qu'il a représenté ici, c'était un tableau érotique fait pour Khalil Bey, qui a ensuite été acheté par Lacan, et c'est à ce moment-là que c'est devenu l'origine du monde. Donc, et justement, c'est ce qui fait que nous devons nous poser des questions sur la signification des peintures. Vous avez une peinture qui était quelque chose d'érotique, qui est devenu un questionnement philosophique, puis qui s'est retrouvé, comment dire, au musée d'Orsay, et qui est aujourd'hui un chef-d'œuvre du musée d'Orsay, si vous voulez, l'équivalent du scribe du Louvre ou de la Joconde. Vous voyez, donc c'est pas parce que on a cette image qu'elle représente obligatoirement toujours exactement la même chose. Voilà. Et puis, bon, je vous mets juste ça pour que pour qu'on, j'aime beaucoup Niki de Saint-Phal, qui bien entendu a fait cette chose en pensant à ça, et elle l'explique. Et ce qui est drôle, c'est qu'on voit ici un inversement, puisque le monde retourne à l'origine, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, il y a quand même une différence fondamentale. Donc, c'est bien parce que Jean-Michel Jeunesse m'a fait le boulot. Vous avez des chevaux ici. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Et est-ce qu'on en a d'autres? Et est-ce qu'on a d'autres représentations comme ça de sexe féminin? Alors, tout le monde gréco-romain en est plein. On a cette démone bienfaisante qu'on appelle pseudo-Baobo. En réalité, ça ne représente pas la déesse Baobo. On ne sait pas exactement ce que c'est. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est quelque chose de bienfaisant, de bénéfique. On n'a pas les détails. Et dès qu'on n'a pas les détails, que les antiques ne nous parlent pas, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. C'est tout le problème de la préhistoire. En Inde, on a cette déesse de la fertilité. Alors là, elle est très intéressante parce que vous voyez, on peut avoir donc la femme entière, la tête remplacée par une feuille de lotus, par une fleur de lotus. Je pense que l'égyptologue qui est dans la salle doit rigoler en voyant une feuille de lotus, une fleur de lotus à l'origine du monde. Ici, il y a même plus de bras, et ici, vous voyez, son sexe est pratiquement devenu une espèce de peau, et il n'y a plus que les cuisses. Mais la feuille de lotus est toujours là quand même. Hein. Donc voilà, je vais pas vous parler de ça, je suis pas un spécialiste de l'Inde, je vous dirai des bêtises. Et puis, bah, il y a les cas, tous les cas où on a des choses comme ça, et on sait pas ce que c'est. Donc ça,
c'est une photo que m'a donnée Jean-Louis Lequelec, parce que, on va parler de lui encore. Et ben moi, quand je vois ça, je demande à Jean-Louis Lequelec qui me dit que j'ai raison de pas savoir ce que ça représente. Enfin, on voit bien que c'est une femme les cuisses écartées qui est peut-être en train d'accoucher. Enfin, mais pourquoi c'est là? Ben voilà, on est d'accord. Tant qu'on n'a pas les clés, on saura pas. Bon, alors en Égypte, évidemment, ils nous racontent les choses. Alors déjà, on nous montre beaucoup le sexe de la déesse Hathor, qui est la fille du dieu Ré, le soleil créateur du monde. Elle lui montre son sexe. Ce sont les mythes qui nous le racontent. Hein. Ré éclate de rire. Alors, si vous n'avez pas les clés, c'est pour reprendre une conversation qu'on avait tout à l'heure, je sais plus. Enfin bon, je peux lire n'importe quoi en égyptien immédiatement, et c'est pas pour ça. C'est pas parce que je le traduis instantanément que je comprends ce que ça raconte. Vous voyez, parce que les clés d'une société à l'autre ne sont pas les mêmes. Et c'est un problème souvent. Et donc, par exemple, voilà, le rire en Égypte ancienne, c'est érotique. Oui, ça veut dire que s'il rit, en réalité, on sait très bien, Hathor devient l'épouse de son père Ré. D'où Ramsès qui épouse ses filles ou des choses comme ça, qui sont en fait, parce qu'il s'assimile au dieu Ré, vous comprenez, il montre par là son caractère divin. Et il n'y a pas autre chose derrière. Alors, ici, nous t'accouches par un trou de serrure, ça m'amusait de vous dire ça, parce que vous voyez, donc, il n'y a pas de serrure, évidemment, dans l'Égypte ancienne. Et à partir de ça, on se retrouve avec ce papyrus, on pourrait dire pornographique de Turin, selon notre point de vue. En réalité, derrière ça, il y a des rites atoriques. Alors je dis détournés. À mon avis, il y a tous les coups derrière. Il y a comment dire un message dédié, destiné aux initiés. Donc ça fait rigoler et l'initié lui apprend des choses à travers ça en réalité. Et on a beaucoup d'éléments dans la littérature égyptienne qui sont de cet ordre. Donc il faut qu'on fasse très attention. Alors, des chevaux associés aux vulves, comment dire, au paléolithique, il y en a partout. Alors, faut quand même toujours se méfier. Moi, je suis trop méfiant. Mais voyez, ici, vous avez des têtes de cheval. On a dit que ça, c'était un sexe féminin avec des cuisses. Bon, quand on voit ça d'ailleurs, on se dit bon, ok, on voit bien quelque chose un peu comme ça. Moi, je sais pas. Je me dis, ça pourrait être une interprétation. Moi, je sais pas. Je suis pas absolument certain. Je sais pas ce que Jean-Michel Jeunesse en pense, mais ça pourrait, mais voilà. Et puis il y a autre chose d'ailleurs qui manque, parce que parmi toutes les choses bizarres qu'on essaie d'interpréter, il y a un truc qu'on oublie toujours, c'est les plantes. Et on estime que, on part du principe qu'on ne représente pas les plantes au paléolithique. Mais il y a 90% des images qu'on ne reconnaît pas, ça se trouve là-dedans, il y a des plantes. Parce que s'il y a une chose qu'on a du mal à reconnaître d'une civilisation à l'autre, c'est les représentations de plantes. Donc on sait jamais, je vous ai pas dit que c'était des plantes, hein. Je vous ai dit que c'était peut-être pas un sexe féminin. Bon, alors on va parler de Lascaux. Vous voyez, en plus, là aussi, c'est pour vous montrer que, en fonction de la façon dont on prend les photos, on ne voit pas la même chose, ce qui est quand même important. Donc, vous voyez les deux chevaux là, avec l'arrière du bovidé ici. Et là, quand on les prend comme ça, on se dit c'est quand même drôle, parce qu'on a cette ligne rouge entre les deux chevaux. Et moi, je me demande si ces fentes rouges, en rouge, ne seraient pas des représentations de sexe féminin aussi. Il y en aurait donc encore plus que ce qu'on pense. Alors voilà. Donc suivant l'angle, ici ça devient évident. Bon, le problème c'est que c'est la photo aussi avec l'ombre qui en rajoute. Enfin, donc vous voyez, je trouve que quand même ça, la ressemblance est notable. Je n'en dirai pas plus. Voilà, à Écaïne, vous avez tous ces chevaux qui passent, et vous voyez, vous avez ici, voilà, cette fissure, et en fait, elle est peinte en rouge. Donc, c'est pas juste qu'il y a une fissure. Si on l'a peint en rouge, c'est qu'on a voulu dire, là, il y a une signification à cette fissure. Voilà, alors là, dans ce cas-là, évidemment, on finit par en voir partout. Vous voyez, donc là, bon, ça se passe de commentaires.
Ici, pareil, à la grotte Chauvet, on a ces chevaux affrontés avec cette tache rouge, là, on se demande ce qu'elle fabrique, et on a bien entendu cette faille. Puis alors, je suis allé même encore plus loin. Attention, ce que je vous dis, c'est pas un cours magistral et vous ne devez pas dire Dominique Farou nous a affirmé tout ça. Hein. Ce sont des questionnements parce que il faut se poser des questions. Ce qui est bien, c'est qu'on est en droit de se poser des questions et en plus, nos patients sont morts depuis des millénaires et donc on leur fera pas plus de mal. On ne peut se tromper 25 fois, mais c'est comme ça qu'on finit à la 26e par trouver l'explication. Et là, je me disais quand même c'est quand même drôle, ces chevaux, vous voyez, il y a ce bâton percé, enfin, on les appelle comme ça. Et vous voyez les chevaux des deux côtés, et quand on prend la photo et qu'on regarde les deux côtés en même temps, on se dit, c'est marrant, ça, on se retrouve. Et si c'était la même chose voilà. Donc je vous ai pas dit que c'était la même chose, hein. Je me pose la question en disant, et si c'était la même chose Faites attention, bien entendu, parce qu'on peut voir énormément de choses dans ce panneau. Là, vous voyez bien que sur ma photo, on voit qu'une partie du panneau. Et bien entendu, j'ai pris quelle partie en me disant, voilà, on voit un creux, on a les animaux qui passent, et la photo prise comme ça abonde dans mon sens. Si vous êtes dans la grotte Chauvet, vous voyez tout, ça marche en partie, mais plus complètement. Enfin, voilà. Alors, faut faire très attention parce que voilà, c'est très très important d'essayer, d'imaginer, de raconter, d'interpréter, et en même temps, il faut toujours se dire que nous n'avons pas les clés aujourd'hui pour comprendre en réalité ce que ça représente, et il faut pas que dès qu'on propose quelque chose, vous savez, au bout de 3 fois, on l'a dit 3 fois, ça y est, c'est prouvé. Donc absolument pas. Donc, il y a une chose, c'est que c'est organisé. Ça, c'est quand même très important. Et moi, je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas, je sais pas, un besoin d'organiser le monde, de le maîtriser. Vous voyez, ce pourrait être l'ancêtre. Tiens, je l'ai pas mis. Ah, c'est peut-être là. Parce que ça pourrait être, on pourrait se dire, l'ancêtre de l'encyclopédie. Je sais pas, vous voyez, ou de vous voyez, un besoin de maîtriser le monde. Après, voilà, c'est une supposition, je vous l'affirme pas. Hein. Et puis, face à ça, comme ça, je donne le détail de la photo de tout à l'heure. Donc, vous avez quand même, parce on a proposé que ce soit une scène de chasse. Alors moi, je veux bien, mais dans la scène, là, en réalité, bon, quand c'est photographié comme ça, les lions sont à l'extérieur, mais il y a des lions de l'autre côté, euh, il y a des animaux dans tous les sens, mais c'est pas pour ça que ça représente, comment dire, une action. C'est pas du cinéma. C'est pas de la perspective. Euh, la perspective implique l'existence d'un observateur implicite. Enfin, si j'en parle, on en a pour une demi-heure. Vous lirez le bouquin de Gabriel Charac. Et c'est autre chose. Et le problème, c'est que de toute façon, nous n'avons pas les clés parce que nous ne connaissons pas leur langage. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ici, quand même, le bovidé est derrière la panthère. Ça, je dis panthère. On prend pas de risque quant à savoir ce que c'est précisément. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on se retrouve avec donc cet animal derrière l'autre. Il est donc pas en train de le chasser. Enfin, ou alors, pourquoi pas? On ne sait jamais. Mais dans ce cas-là, c'est effectivement, ça peut se passer dans un mythe. Tout est possible. Et puis, on voit bien, un œil moderne voit que les pattes des animaux deviennent les cuisses, voyez, de cette partie inférieure féminine. Mais ça, c'est nous qui avons l'impression de le voir. Moi, je ne sais pas. Vous comprenez si alors l'action et le cadre apparaissent au néolithique. Enfin, c'est vrai que c'est le vrai cadre quand même mais en réalité, effectivement, les prémices, ils sont déjà. Alors attention, c'est pas parce que voilà, on ne représente pas deux animaux en train de s'accoupler qu'il n'y a pas des animaux qui sont représentés avec la définition du must, c'est-à-dire donc tous les signes, parce que ça on l'a, de l'animal au moment de l'accouplement. Vous comprenez, c'est pas parce que il n'y a pas d'action qu'on ne représente pas, il n'y a pas de mouvement, j'entends. Je sais pas comment
vous dire ça. Ce sont pas des activités, ce sont des définitions, je pense. Enfin, je suppose. Et voilà, le grand problème là, enfin c'est un problème, c'est très intéressant de se dire, mais alors donc, les jambes de la femme, elles font partie des animaux. Ce sont trois figures superposées, accumulées pour obtenir une définition. C'est une hybridation entre trois éléments. Ça représente une transformation d'un élément à l'autre, une métamorphose. Et ben on ne sait pas parce que ben, on n'a pas le texte. Bon, et en dessous, c'était juste pour vous dire, voyez, voilà, ça c'est un hiéroglyphe. Voilà, vous avez une femme avec deux chevaux, donc un bison et un lion. Ben oui. Alors voilà, le grand problème, c'est comment est-ce qu'on peut conclure quand on voit des choses comme ça? Ben, le problème, c'est que de regarder une image, ça suffit pas. Il nous manque les clés. Et on n'a pas les langues, on n'a pas. Alors on a beaucoup abusé du totémisme, du chamanisme, de l'animisme, tout simplement parce que comme c'est pas nous et que là ce sont des gens qui sont des autres, donc d'un autre à l'autre, on doit supposer que ça doit être les mêmes. En fait, ça peut même être des choses complètement différentes. Alors il y a quand même cette histoire quand même de mythe de l'émergence primordiale qui se retrouve partout dans le monde. Qui provient probablement d'un mythe très ancien. Voilà, donc Jean-Luc Lequelec, il est là. J'ai rigolé parce que je me suis dit vraiment, on n'a vraiment rien décidé, on n'a pas discuté, on a discuté un peu à midi hier, mais à peine. Et donc, voilà, on a cette histoire d'une grotte ornée de figures animales qui sont susceptibles de s'animer, de quitter la paroi, qui seraient à l'origine du gibier et enfin des animaux dont on a besoin et qui seraient gardés par un gardien qui les laisse s'échapper ou auquel ils échappent au moment opportun. Voilà. Et alors, on aurait ça à peu près partout dans le monde. Et Jean-Loïc fait remarquer d'ailleurs qu'il y a un endroit quand même qui manque dans cette histoire, c'est l'Égypte. Et voilà pourquoi je suis là. Alors déjà, des images sur les parois qui arrivent à la réalité, enfin, ben ça, alors, s'il y a un pays où on a toutes les explications de ça, c'est l'Égypte. C'est-à-dire qu'en Égypte, ces images, donc des tiout, n'est-ce pas, sont animées par ce rite, et il y a marqué un roek usir, etc. Il y a le nom du gars, donc Sennejem, pardon. Et en fait, donc c'est ouvrir la bouche, ouvrir ta bouche au Osiris Sennejem. Et en fait, c'est le rite de l'ouverture de la bouche et des yeux qui anime l'image et qui la rend vivante, réelle, pouvant devenir le réceptacle des éléments constitutifs du vivant. Et cette chose qui existe en Égypte depuis toujours, enfin depuis l'époque pharaonique au moins, eh bien a donné, est à l'origine du mythe de Galatée. Donc bon, je vais pas vous faire le détail, mais il y en a plein comme ça. Les Grecs réinterprètent, ramènent à leur sauce, et vous avez plein de choses dans votre imaginaire qui viennent de l'Égypte ancienne en étant complètement déformées et parfois difficilement reconnaissables. Et pourtant, c'est là. Alors, le problème, c'est qu'en Égypte, comme le faisait remarquer Jean-Loïc, c'est que c'est le terre et la ciel. Et oui, et c'est le dieu. Alors, en général, c'est le dieu solaire qui crée le monde, mais on a aussi le cas où c'est le dieu terre, le dieu Ptah. Or, Ptah, eh bien, c'est le créateur du monde, mais c'est un être masculin. Et notre grotte, elle est mal partie dans cette histoire. Cependant, les Égyptiens, eh bien, ils ont beaucoup de grottes quand même, beaucoup de failles, beaucoup d'éléments comme ça, où les dieux, les divinités se manifestent. On a des hiérophanies partout. Et puis, on a quand même beaucoup de cavernes. Alors, c'est pas l'origine du monde, mais c'est des origines de choses quand même en général. Alors, on en a plein, voilà, la Kéreret, l'Imhet, enfin, etc.
Et puis alors, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'ai été élève de Christiane Desroches-Noblecourt, qui avait tout le temps des idées pas possibles, vraiment souvent intéressantes, et qui avait le défaut de souvent finir par considérer comme assurer des théories qui pouvaient pas être démontrées, mais qui étaient quand même intéressantes. Et alors, elle avait cette théorie là. Ah non, je viens de flinguer ma conclusion. Elle nous parlait de cette faille au fond de la vallée des reines, qui était en gros le sexe de la déesse Hathor, on revient à elle, et avec une cascade qui coulait là. Alors moi, vraiment, j'ai rigolé jusqu'en 1994, donc pendant 12 ans. Et le problème, c'est qu'en 1994, je me suis retrouvé là avec la cascade, parce qu'il y avait une grande pluie. Et là, je me suis dit, mince, elle avait raison. Alors après, voilà, mais alors vous voyez, est-ce que ça, ce serait la même chose que ça? C'est une question. Cependant, je l'ai une réponse, parce que je ne vais pas vous faire que des questions sans réponse. Vous posez des questions, enfin vous présentez des questions en disant j'ai rien à dire. Là, j'ai quelque chose à dire. Ben Jean-Loïc, alors il a cautionné en plus, donc c'est bon. Eh ben il n'avait pas vu un truc, c'est que mais on a une grotte qui est à l'origine du monde en Égypte, n'est-ce pas? C'est la grotte dans laquelle vit Hapi, le génie de l'inondation, le gonflement des eaux. Et au solstice d'été, eh bien, c'est-à-dire, il faut commander, il a versé l'eau dans la grotte, et au solstice d'été, il laisse s'échapper l'eau de la grotte, et c'est l'inondation. Et en Égypte, l'inondation, c'est à partir d'elle qu'il y a la vie, pas d'inondation, pas de vie. Toute la vie vient de ça, de Hapi. Et donc, il joue le rôle de Polyphème, en fin de compte, et aussi, vraiment, il fait le double rôle, puisque il est Polyphème, et il est aussi lui-même l'inondation. Ce qui est drôlement intéressant quand même. Et donc, je suis certain que, ben voilà. Alors là, en revanche, je vous l'affirme. Alors, évidemment, je ne sais pas ce qu'en pense mon camarade égyptologue, mais voilà. Ah oui, ben, alors attendez, je suis allé trop vite. J'ai fait ça, celui-là et celui-là. Et donc, eh bien, en Égypte, on a cette chose particulière, qui est l'inondation qui revient chaque année au même moment, qui ramène la vie au même moment de l'année. Et ce qui est représenté quand il apporte des choses sont des poissons, des plantes. Et il faut pas oublier quand même qu'en Égypte, on est dans un monde de cultivateurs. Et donc, est-ce que les végétaux égyptiens remplaceraient les animaux du Paléolithique? Bon, quant aux chevaux avec la vulve, j'ai aucune idée de savoir s'ils entrent dans la vulve, s'ils en sortent, s'ils passent devant. Même à un moment, je me suis même demandé, vous savez, quand on regarde comment sont faits les chevaux, les bouches des chevaux, leur bouche, elle ressemble à une vulve. Non mais sur les images paléolithiques. Donc, j'ai pas osé vous la faire pendant, mais voilà, c'est une remarque complètement gratuite, mais allez savoir. Eh ben, je vous remercie pour votre attention. Merci Dominique Farou pour cette présentation en dehors des sentiers battus. Vous avez inversé les rôles. D'habitude, c'est le public qui pose des questions au conférencier. Là, c'est le conférencier qui pose des questions au public. Est-ce qu'il y a des réactions suite à cette présentation? Ça vous laisse quoi? Jean-Michel Geneste. C'est une précision, Dominique. Quand les archéologues interprètent la représentation sur laquelle il y a des éléments féminins sur le pendant de la grotte Chauvet, ils l'interprètent avec en tête la totalité des représentations anthropomorphes et théranthropiques de l'Aurignacien. Et dans l'Aurignacien, on a aussi ces hommes lions. On a cette association de l'homme à tête de lion, etc. Et on a rarement le corps humain seul. Il est toujours associé, et il est associé ou un bovidé ou un carnivore à ce titre-là. Voilà pour le décodage de ces trois éléments. Par ailleurs, c'est vrai que c'est de toute façon une question. On voit bien que les
les trois éléments figurés, les trois espèces aussi, sont étroitement, de façon complexe, entremêlés, quoi. Voilà. On est bien dans cette hybridation qui, d'après le philosophe Philippe Grosot, correspond à une représentation du monde avant la néolithisation, avant que l'animal sauvage, avant que le sauvage vivant soit assujetti, et où l'homme n'est pas encore homme et ne se représente pas homme. J'aime beaucoup ce qu'il écrit, Philippe Grosot. Mais je me dis qu'en fait, c'est quand même l'activité humaine la différence. Plus que, parce que je pense que pour l'homme, les mains ou les vulves valent pour l'être humain entier, en fait. Mais on le voit pas agir. Et on le voit pas entier, on le voit pas agir. C'est un peu, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est il est pas entier, il est pas, c'est pas lui qui agit. C'est l'impression qu'on en a. Voilà, on va voir. Oui, une réaction ici dans la salle. L'interprétation des peintures rupestres, pas comme scène mais comme symbole, c'est intéressant. Vous avez des pistes là-dessus? J'avais l'impression que vous avez interprété des peintures rupestres comme des symboles égyptiens qui se lisaient en association. Ah non, 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 pas du tout. Non, c'est juste ce que je montrais en Égypte, c'était par rapport à ce mythe qu'on trouve partout, y compris en Amérique. Et donc, dont Jean-Luc Le Quellec a montré que si on le trouvait partout, y compris en Amérique, ça voulait dire que ce mythe était très ancien, antérieur à l'entrée de l'homme en Amérique. Et que c'est pour ça que j'ai pas développé, parce que mon camarade avant moi l'a dit de façon beaucoup plus précise. On a montré le même livre d'ailleurs, tous les deux, c'était drôle. Et juste qu'il faisait remarquer que cette histoire de grotte avec les images de la grotte, la grotte qui suscite de ses parois du gibier, on ne la trouvait pas en Égypte. Et c'est pour ça qu'après, je suis parti sur l'Égypte en disant, mais en réalité, si ce mythe de Polyphème, en fin de compte, il existe en Égypte, il est juste pas immédiatement reconnaissable par rapport aux autres variantes. C'était juste ça. Oui, non, non, j'ai pas mis en rapport les peintures rupestres et l'art égyptien. Hein. Voilà, donc les symboles égyptiens, ils marchent que pour l'Égypte. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en Égypte, les Égyptiens nous expliquent tout. Vous avez bien vu, là, voilà, c'est marqué. On a marqué, alors évidemment, mon truc est mal fait, et j'arrive, c'est amener, j'ai apporté toutes sortes de choses bonnes et douces. Voilà, ça, c'est ce que dit le génie de l'inondation. Vous voyez, c'est-à-dire, ils nous écrivent tout. Donc, on a les clés. Dans les grottes, ils n'écrivent rien, et donc on n'a pas les clés. Mais peut-être qu'avec les travaux des successeurs de Jean-Luc Le Quellec, on va finir par arriver à trouver des choses quand même. Et donc, surtout, déjà, on est sûr. Bon, le problème, c'est que je répète ce qui a déjà été dit. On est sûr qu'effectivement, l'origine de ces mythes est extrêmement ancien, remonte, on va dire, au plus tard, je sais pas comment dire ça, au début de Sapiens. Ça marche, ça? Voilà. Au plus tard. Et qu'effectivement, s'ils ont discuté avec des Néandertals, obligatoirement, il y a des choses qui viennent des Néandertals. Parce que c'est pas possible autrement. Merci beaucoup Dominique Farou pour cette présentation.